Le président du Sénat, Richard Avalman, vient d'être nommé chef de l'État par intérim par la Haute Cour constitutionnelle. Madagascar se trouve donc avec deux chefs à la tête de l'État, vu que le Premier ministre continue à présider les conseils des ministres et à signer les décrets, des fonctions normalement dévolues au chef de l'État par intérim. Le collectif des candidats contestera jusqu'au bout la tenue d'une élection présidentielle entachée de manipulations frauduleuses. D'après lui, les candidats qui se sont engagés dans la campagne électorale sont de mèche avec Andrazuel et son équipe. Il a poursuivi sa marche pacifique aujourd'hui dans le district d'Avaranjan, accompagné des milliers de supporters. Dans l'actualité internationale, la crise humanitaire continue de s'aggraver à Gaza, placée sous blocus total par Israël et où les quelques 2,3 millions d'habitants manquent de nourriture, d'eau, de médicaments et d'électricité. Le Conseil de sécurité de l'ONU a échoué à s'accorder sur une résolution concernant l'aide humanitaire. Le président du Sénat, Richard Avalman, vient d'être nommé chef de l'État par intérim par la Haute Cour constitutionnelle. La Haute Cour constitutionnelle l'a annoncé dans sa décision numéro 19 HCC/T3 datée de ce 27 octobre 2023. Si normalement, les fonctions du chef de l'État par intérim doivent être assurées par le président du Sénat, force est de constater qu'aucun arrêté n'a jusqu'à maintenant été publié pour la nomination de Richard Avalman en tant que sénateur d'abord et en tant que président du Sénat ensuite. Si les manœuvres de la HCC sont devenues courantes, la nomination de Richard Avalman en tant que chef d'État par intérim vient illustrer une fois de plus les manœuvres courantes de la HCC et s'ajouter à des pratiques qui la discrédite chaque jour davantage aux yeux de l'opinion publique. Au-delà de ce nouveau tour de passe-passe, force est aussi de constater que le pays a depuis aujourd'hui deux chefs d'État. En effet, le Premier ministre continue à conduire les conseils des ministres et à signer les décrets qui y seront pris. Des charges dévolues normalement au chef de l'État. La situation est inédite non seulement à Madagascar, mais ne s'est probablement jamais produite non plus dans d'autres pays du monde. Parallèlement à cette décision sur la nomination de Richard Avalman en tant que chef de l'État par intérim, 4 autres décisions ont été publiées par la Haute Cour constitutionnelle aujourd'hui, comme une réponse à notre interpellation dans notre journal télévisé d'avant-hier. Interpellation selon laquelle la célérité de traitement des requêtes déposées auprès de la HCC était fonction de leur utilité aux dirigeants, tandis que le traitement des requêtes déposées par l'opposition restait en suspens. Toujours est-il que le traitement de ces requêtes, bien qu'il ait abouti, n'a créé aucune surprise. Comme il fallait s'y attendre, le parti pris de la HCC transparaît dans ses décisions. Il en est ainsi de la décision concernant la saisine effectuée par le président du Sénat, destitué Herman Larazafmaev, aux fins de contrôle de constitutionnalité des procès-verbaux de vote relatifs à sa destitution et à l'élection du sénateur Richard Avalman comme président du Sénat, qui a été déclaré irrecevable. Il en est de même de la saisine de 38 députés aux fins de contrôle de constitutionnalité de la convocation du Sénat en session extraordinaire qui a aussi été déclarée irrecevable. Rien de nouveau donc dans les pratiques de la Haute Cour constitutionnelle. Un seul détail a attiré l'attention des analystes politiques aujourd'hui, la décision de nomination de Richard Avalman comme chef de l'État par intérim porte 8 signatures au lieu de 9 comme à l'accoutumée. Celle du haut conseiller Rasoul Nadasna Georges Merlin n'y figure pas. La question se pose de savoir si des velléités de désolidarisation se profilent au niveau de cette cour. L'avenir nous le dira. Romiandia Narsou, l'ex-directrice de cabinet de Andrazuel, a plaidé coupable à Londres la semaine dernière devant la justice britannique. C'est ce que rapporte le site d'information en ligne Africa Intelligence dans son édition d'aujourd'hui. Romy Angianarsou est accusée de tentative de corruption envers le groupe minier britannique Kemfield. Ce revirement intervient alors que son collaborateur, Philippe Tabuteau, avait directement plaidé coupable le 15 septembre. Le binôme avait été arrêté en même temps le 10 août dernier à Londres.
Le duo est soupçonné par la National Crime Agency britannique d'avoir tenté d'obtenir un pot de vin auprès de la compagnie minière Gemfields, dirigée par le Sud-Africain Sean Gilbertson. Selon le récit des responsables de Gemfields dans leur plainte, lors d'une rencontre en août avec les cadres de cette société londonienne, les deux associés avaient en effet demandé la somme de 261 000 € ainsi qu'une participation de 5% dans un projet de joint venture avec Gemfields et l'État malgache. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison et sont actuellement en détention provisoire en vue de leur procès, dont l'audience est prévue le 6 février 2024. Romy Angianarçu est considéré dans la plainte de la NCA comme le cerveau de l'opération, quand Philippe Tabuteau n'est cité que comme complice. Selon le droit anglo-saxon, il est possible de reconnaître la culpabilité à toutes les étapes de la procédure postérieure à la mise en accusation. Plus l'accusé plaide coupable rapidement et plus la réduction de peine est importante. Une stratégie qu'a finalement choisie Romy Angianarçu devant la volte-face de Philippe Tabuteau, indique Africa Intelligence. D'après la première version de Romy Angianarçu, elle était en mission à Londres pour le compte de l'ex-président Rajoelina afin de finaliser des négociations entamées en 2019 avec le groupe minier. Une allégation contestée par la présidence de la République de Madagascar. Rajoelina, en campagne à Madagascar, en vue de sa réélection, semble ne pas se soucier de cette affaire de corruption, qui égratigne pourtant directement son premier cercle. D'après Africa Intelligence, le chef de l'État avait bien envoyé Romy Angianarçu en mission à Londres afin de clore des négociations commencées en 2019 avec la compagnie minière britannique. Dans ce contexte, le procès à venir pourrait amener son lot de révélations quant à la destination finale de l'argent, ainsi que le degré d'implication du chef de l'État malgache. Dans l'attente du scrutin, et depuis sa démission le 9 septembre, ce dernier n'est plus protégé par l'immunité présidentielle. Romy Angianarçu, ayant eu ses comptes gelés à la suite de cette arrestation, bénéficie d'un avocat commis d'office. Le Français Philippe Tabuteau est quant à lui défendu par un cabinet britannique. Le collectif des candidats contestera jusqu'au bout la tenue d'une élection présidentielle entachée de manipulations frauduleuses. Pour lui, les candidats qui se sont engagés dans la campagne électorale sont de mèche avec Rajoelina et son équipe. Au cours de sa marche pacifique ce jour, le collectif a martelé qu'il milite pour la restauration de l'état de droit et pour une vie meilleure pour la population et les générations futures. Au vu du nombre sans cesse croissant des manifestants dans le district d'Avaranjan, Tambucharaab et Sabutsnamena aujourd'hui, la population adhère de plus en plus au mouvement. À l'entrée de la commune de Sabutsnamena, c'est une foule de supporters qui a accueilli le collectif et qui s'est jointe à la marche. C'est sur la place Ersetcharafanuden que les candidats se sont adressés aux manifestants. Les candidats persistent, signent. Ils ne feront pas campagne car ils s'opposent à la tenue d'une élection truffée de fraude. Notre demande est simple. Nous n'avons pas peur des élections, mais nous exigeons l'assurance de leur intégrité. Nous avons eu vent de la possible addition de 150 bureaux de vote fictifs dans le district d'Avaradjan et 27 000 bureaux fictifs pour l'ensemble de l'île. C'est une situation qui nous inquiète profondément et nécessite notre vigilance. Nous avons décidé de ne pas mener de campagne, car nous rejetons fermement la perspective d'élection le 16 novembre. Ceux qui participent à cette campagne au sein d'un processus électoral entaché de pratiques frauduleuses sont considérés des traîtres. Nous tenons à rappeler à tous nos partisans, à travers l'île, que les 10 candidats ne font pas de campagne électorale. Notre objectif est l'arrêt du processus électoral en cours et la réforme de ce gouvernement de voyous. Nous militons pour tous les Malgaches, en particulier pour vous, les jeunes. Le
Le collectif des candidats a rappelé que la candidature d'André Rajoelina, qui est de nationalité étrangère, est la cause du problème actuel. En validant cette candidature, la Haute Cour constitutionnelle a fait montre de complicité. Pour le collectif, l'ancien président a mis en place un régime dévoyé et contenu ses mauvaises pratiques en voulant acheter les candidats pour occulter au monde entier que l'élection qui va être organisée est frauduleuse. Des situations aussi troublantes que la découverte de 73 kilos d'or en provenance de Madagascar à l'étranger, la tenue d'examen de baccalauréat à la lueur des bougies et la disparition de l'or de l'État sont des événements préoccupants que nous n'avons jamais connus au cours des 60 dernières années. Nous n'avons jamais eu de dirigeant tel que celui qui vient de sortir. C'est pourquoi nous militons pour le changement et nous n'avons pas peur des élections. Il y a une dizaine de jours, j'ai reçu un appel. Je pensais qu'ils souhaitaient discuter en vue d'un accord politique, mais en fin de compte, ils ont proposé de m'acheter pour que je m'engage dans la campagne électorale. Mais nous ne sommes pas corruptibles. Si les manifestations ont été menées pacifiquement, l'intervention disproportionnée des gendarmes interpelle. Pour le collectif des candidats, ces gendarmes obéissent à des ordres afin d'interrompre les manifestations. Une situation qui laisse perplexe quand leur présence est nécessaire dans des lieux où la sécurité prévaut. Chaque jour, ils déploient les forces de l'ordre pour nous surveiller dans le but de nous intimider, de nous perturber et de nous disperser. Cependant, l'insécurité dans la capitale est alarmante. Des vols à main armée ont eu lieu à Andavang pendant 3 jours consécutifs et à Namuntan. Il y a eu 2 décès. Malgré cela, les forces de l'ordre semblent privilégier notre surveillance plutôt que de s'occuper de ces problèmes de sécurité. Les manifestations vont se poursuivre. Le rendez-vous a été donné demain, samedi, au Coliseum d'Atsundube. Le candidat numéro 2, Adjoint Arvel, s'est rendu à la brigade territoriale de la ville d'Atananarivo à Betungol aujourd'hui afin d'obtenir des informations sur l'avancée de la plainte concernant la destruction de son véhicule lors de la marche pacifique du collectif des candidats à Andavamab et à Isuchi. Cette plainte est en attente depuis plusieurs semaines sans qu'il y ait eu de développement. J'ai déposé il y a quelques semaines une plainte au sujet de la destruction de mon véhicule lors de la marche pacifique. Malheureusement, il n'y a eu ni convocation ni enquête menée à ce jour concernant cette affaire. Je suis venu ici avec mon avocat afin d'obtenir des informations à ce sujet. Les autorités nous ont informé que l'enquête débutera lundi, ce qui laisse transparaître que si nous n'étions pas venus aujourd'hui, aucune avancée n'aurait eu lieu. Pourtant, dès qu'une rumeur avait circulé à propos d'une personne prétendument percutée par une voiture, une enquête a été immédiatement déclenchée et une arrestation effectuée. Cette disparité met en lumière une fois de plus le manque d'impartialité des institutions gouvernementales actuelles. Il est clair que la gendarmerie nationale est utilisée à des fins politiques. Adjoint Arvel a déclaré ne pas tolérer l'absence d'impartialité dont les forces de l'ordre et les autorités font preuve. Des mesures doivent être prises face au comportement de certains éléments de la gendarmerie, a-t-il fait valoir. Je ne laisserai pas cette affaire se conclure de cette manière. Plusieurs agents de la gendarmerie ont endommagé mon véhicule à Isuchi. J'exhorte la gendarmerie nationale à prendre des mesures à ce sujet. J'en appelle également à la gendarmerie nationale, en particulier au commandant de la gendarmerie, à ne pas s'impliquer dans les affaires politiques, car cela nuit gravement à la nation. Concentrez-vous sur votre devoir premier, qui est de protéger le peuple, ses biens et de maintenir la paix. Le candidat numéro 2 a également souligné face à la situation de non-droit actuelle dans le pays l'importance d'exiger la vérité et de réclamer le respect de la loi. Il a déclaré suivre attentivement l'évolution de sa plainte afin de s'assurer que les autorités s'acquittent avec diligence de leurs devoirs.
Les dirigeants du syndicat des agents de l'éducation nationale sont victimes d'intimidation et de menaces. C'est ce qu'ils ont déclaré aujourd'hui. Ils sont en grève générale depuis hier, à l'instar de 83 autres syndicats à Madagascar, comprenant des départements ministériels regroupés au sein de la SSM. Hier, un militaire et 2 gendarmes se sont présentés à mon domicile. Ils ont interrogé ma femme, cherchant à obtenir des informations sur le lieu où je me trouvais. On m'a conseillé de ne pas retourner chez moi afin de ne pas compromettre la lutte. Mais tant que je serai là, la lutte ne s'arrêtera pas. Je ne crains pas ces individus, mais je m'inquiète pour la sécurité de ma femme et de mes enfants. C'est pourquoi j'ai dû les déplacer. Ces actes d'intimidation envers les peuples sont inacceptables. La grève générale se poursuivra tant qu'aucune solution n'aura été proposée par les autorités compétentes. Selon les déclarations du secrétaire national de la solidarité syndicale de Madagascar, le ministère de l'Éducation enfreint les droits des travailleurs en maintenant les portes fermées. Il a également confirmé que les agents du secteur de la santé sont également en grève. Nous, agents de la santé, avons 3 points importants que nous aimerions adresser au Premier ministre. Tout d'abord, nous aimerions comprendre où sont passées les indemnités de réquisition des agents de santé lors de la lutte contre le Covid-19 en 2020. Nous souhaiterions savoir le montant exact par agent et pourquoi ces paiements n'ont jamais été effectués. À un moment, on nous disait que nous étions toujours en état d'urgence et que ce n'était pas une priorité. Cependant, l'état d'urgence est désormais terminé. Alors où se trouve cet argent? De plus, pourquoi aucun agent du secteur de la santé n'a-t-il reçu de Légion d'honneur pour sa contribution à la lutte contre la Covid-19? Il est essentiel d'engager des discussions sur l'avenir de l'ensemble des travailleurs malgaches. Ces discussions devraient impliquer tous les acteurs concernés et le prochain président sera ainsi bien informé des préoccupations des travailleurs. En plus de nos revendications spécifiques, nous appelons également les politiciens à se réunir pour conclure un accord politique. L'objectif serait de repousser d'abord des élections, puis de déterminer les modalités de la transition. Durant cette période, tous les problèmes actuels devraient être résolus, notamment la révision du code de nationalité, du code électoral, ainsi que des questions liées aux travailleurs, comme le statut général d'agent public. Les dirigeants syndicaux ont annoncé que la grève s'intensifierait et qu'elle se poursuivrait jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Selon les syndicats, aucune attention n'a été accordée aux travailleurs ces 5 dernières années. Il est temps de changer cette situation. Une plateforme regroupant plusieurs partis politiques a contesté aujourd'hui la date du 16 novembre prochain pour la tenue de l'élection présidentielle. Cette plateforme rejette la participation de personnes ayant une nationalité étrangère à cette élection. Elle a fait une déclaration dans ce sens à ILAF et exige l'organisation d'une concertation entre les différentes parties. Notre plateforme exige la tenue d'un dialogue politique avant le 16 novembre afin de trouver des solutions à la récurrence des crises politiques, économiques et sociales. Nous nous investissons pleinement dans les manifestations du collectif des candidats qui militent pour la souveraineté nationale et la restauration de l'état de droit. Nous appelons toutes les forces vives de la nation, les associations civiles et les militaires à prendre des responsabilités face à la situation qui prévaut. Cette plateforme de partis politiques a déclaré réagir aux violations répétées de la Constitution, de la passivité de la HCC et de son absence de neutralité, au déficit de confiance de la population pour la CENI afin de garantir des élections justes, transparentes et acceptées de tous. Le respect des droits humains fondamentaux est une responsabilité qui incombe à chaque individu. C'est l'un des messages les plus importants qui a émergé des 3 jours d'études organisés pour célébrer le 75e anniversaire des droits de l'homme au MPC à Ifatu et qui ont pris fin aujourd'hui.
L'objectif de cet événement était de susciter des échanges et des partages sur les raisons du non-respect des droits humains dans le pays et de trouver des solutions appropriées. Bien entendu, sur ces questions-là, et puis depuis 3 jours maintenant, il y a eu beaucoup de débats, beaucoup d'apports, notamment des universitaires, mais de la société civile, mais aussi des étudiants. Bien entendu, le but de ces journées d'études n'est pas simplement de réfléchir sur ces problématiques-là, mais vraiment d'apporter des solutions. Et parmi ces solutions, nous avons opté pour le format donc, de recommandation que nous allons donc apporter à toutes les parties prenantes ou concernées par ces thématiques soulevées durant ces 3 jours. L'application et l'enseignement de la démocratie sont intrinsèquement liés aux droits humains. Les journalistes jouent un rôle crucial à cet égard. Ils doivent diffuser des informations vraies, impartiales et respectant les principes éthiques et déontologiques. Cela contribue à éduquer les citoyens au sein de la démocratie. Chaque individu a également des devoirs et des responsabilités à cet égard, en particulier les dirigeants. La première de mes journées s'est consacrée justement sur des thématiques entourant la démocratie et sur justement le rôle de l'information dans cette démocratie. Nous avons eu 2 intervenants qui nous ont donc entretenu sur justement ce qu'est le rôle du journaliste, quelle est la part du journaliste dans cette transmission de l'information qui devrait être juste, qui devrait être vraie, suivant donc des critères vraiment élaborés et reconnus. Le respect de la démocratie est étroitement lié au respect des droits de l'homme. Pour Madagascar en particulier, il est essentiel de renforcer la sensibilisation au respect des droits de l'homme dès le plus jeune âge. Le respect des droits de l'homme nécessite des actions concrètes et ne doit en aucun cas être négligé, selon les intervenants, durant cette dernière journée d'études. Ils sont des centaines à dormir à même le sol. Dans ce refuge, les conditions d'hygiène sont particulièrement précaires. Les toilettes du bâtiment ne fonctionnent plus et certaines personnes commencent à tomber malades. Des résidents ont développé des symptômes comme des diarrhées ou des vomissements. Nous restons dans le refuge, mais les réserves sont largement insuffisantes, vu le nombre de personnes. La nourriture manque et les toilettes les plus proches sont à 1 kilomètre d'ici. Dans les rues, les déchets s'amoncellent toujours plus nombreux. Depuis le début du siège israélien sur le territoire, le ramassage des ordures s'effectue au ralenti. Notre mairie est pauvre, nous manquons d'argent, notre équipement est vieillissant et nous connaissons des pénuries de carburant. Si le conflit continue, les services de la ville cesseront bientôt de fonctionner et cela aura des conséquences désastreuses sur la santé publique. À l'hôpital de la ville, plus aucun lit n'est disponible en soins intensifs. Les médecins doivent soigner un flux ininterrompu de blessés au détriment des autres malades. Dans les conditions actuelles, nous ne pouvons recevoir aucun patient atteint de maladies internes ou cardiaques. Nous n'admettons que les patients qui ont besoin de chirurgie. On ne sait pas ce qui va arriver à ceux qui ont des maladies chroniques. Autre menace pour le système de santé gazaoui, les maladies infectieuses. D'après l'Organisation mondiale de la santé, leur propagation dans l'enclave n'est plus qu'une question de temps.